Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, c'est encore un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire du CIPAC. Donc ce soir, on avait voulu mettre en lumière la télésurveillance dans le cas de l'insuffisance cardiaque. C'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, qu'on soit IPA, qu'on soit infirmier, ISPIC, qu'on travaille à l'hôpital, en cabinet, en maison de santé. On est quand même très nombreux à utiliser ces solutions. Donc voilà, du coup, on avait envie de vous proposer un petit topo sur le sujet. Les topos vont nous être présentés par Élise Gallard, qui connaît très très bien le sujet puisqu'elle a écrit un article dessus. Et donc, on fait ce webinaire en partenariat avec UCARD, voilà, qui nous a aidés pour monter ce projet. Voilà, écoutez, je vous laisse avec Élise qui va se présenter et qui va commencer la première partie du topo. Ouais, donc bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Du coup, ça va? Okay. Oui, très bien. Parfait. Effectivement, je suis infirmière en pratique avancée. Je suis diplômée depuis 2020, c'est ça. Et avant d'être IPA, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en cardiologie au CHU de Rennes. Et depuis que je suis IPA, je suis libérale. Donc, j'exerce dans cabinet de cardiologie, dans 2 cabinets exactement, un à Rennes et puis l'autre à Saint-Malo, au sein desquels, du coup, on utilise une solution de télésurveillance. Dans un premier temps, alors, je vais vous repartager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne bien. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Ok. Alors, dans un premier temps, on souhaitait vous rappeler qu'on organise donc ce congrès début avril à Paris, qui est un congrès qui n'est pas forcément destiné uniquement aux IPA qui travaillent uniquement en cardiologie, mais ça s'adresse en fait aux IPA qui interviennent dans des parcours de soins en cardiologie. Donc voilà, ça se passe le 5 avril, c'est à Paris, et si vous êtes motivé pour y participer, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez vous rendre sur notre site, donc CIPAC Online, où vous trouverez donc toutes les informations pour vous y inscrire. Voilà. Là, vous avez mon écran en plein écran ou c'est juste en petit que vous l'avez? Ça va? Ouais, c'est en tout petit. Tac. Voilà, là, ça doit être mieux. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on essaiera d'y répondre. Et puis, bien sûr, à la fin, on fera un petit temps de questions-réponses, bien entendu. Et puis, effectivement, c'est une présentation qui va porter sur la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Mais je souhaitais tout d'abord aborder l'insuffisance cardiaque, avant de parler de la télésurveillance et puis de la pathologie en elle-même. Une petite définition rapide. Voilà, c'est pas le sujet de la soirée, mais effectivement, l'insuffisance cardiaque, c'est donc une anomalie de la structure ou de la fonction cardiaque qui est responsable d'une incapacité du cœur à assurer l'apport en oxygène des tissus. L'insuffisance cardiaque, c'est un syndrome qui se définit avec des symptômes et des signes cliniques. Donc, c'est quelque chose d'assez complet et qui peut avoir diverses étiologies qu'on ne va pas détailler ce soir parce que ce n'est pas l'objet de la présentation. L'insuffisance cardiaque, il y a un petit peu d'épidémiologie autour. Tout d'abord, donc c'est une maladie qui est fréquente, puisqu'on voit qu'il y a 64 millions de personnes dans le monde qui en sont atteintes. C'est une maladie grave parce que vous voyez qu'en fait, l'évolution du risque de mortalité, il est en fait à 10 ans. Le taux de mortalité, il est de 65% à 10 ans du diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est une maladie qui est très grave. L'incidence de l'insuffisance cardiaque, elle est croissante, puisque en cause, effectivement, on cite le vieillissement de la population, puisque on sait que l'incidence augmente avec l'âge de manière tout à fait physiologique. Et l'incidence, elle augmente aussi, puisque on sait mieux traiter un certain nombre de cardiopathies aujourd'hui, notamment l'infarctus, et c'est des maladies qui vont naturellement évoluer vers des situations d'insuffisance cardiaque, en fait. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles
on rencontre plus d'insuffisance cardiaque au-delà du vieillissement de la population. C'est le meilleur traitement des autres cardiopathies. Une courbe qu'on retrouve assez souvent dans les congrès que vous voyez là, qui est en fait, qui décrit très bien la manière dont va évoluer l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez qu'à chaque événement aigu, donc à chaque décompensation, malheureusement, le patient va présenter une nouvelle diminution de sa fonction cardiaque. Et donc en fait, à l'issue de chaque événement aigu, il ne retrouvera jamais la fonction qu'il avait juste avant cet événement. Et c'est une évolution qu'on rencontre malheureusement assez souvent jusqu'à le décès, ou parfois d'autres pathologies, mais quand on décède d'insuffisance cardiaque, c'est souvent comme ça que ça se passe. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous avez déjà vu cette courbe, qui est plutôt intéressante. On parlait tout à l'heure donc de symptômes pour définir l'insuffisance cardiaque. Un certain nombre d'entre eux sont assez typiques avec, vous le savez, donc l'essoufflement, la dyspnée, l'orthopnée, donc le caractère de l'essoufflement qui apparaît en position allongée, la prise de poids, hein, sur laquelle on insiste beaucoup auprès des patients, qui est liée tout à fait aux œdèmes, en fait, hein, les œdèmes des membres inférieurs. La fatigue, pas facile à évaluer la fatigue non plus, mais c'est un des symptômes de l'insuffisance cardiaque. Et puis, ce sont parfois des patients qui vont consulter parce qu'ils se trouvent diminués à l'effort, donc une tolérance à l'effort qui est diminuée. Donc ça, c'est le tableau qui est assez typique que vous pouvez retrouver de manière assez classique. Il y a d'autres symptômes qui le sont un peu moins, qui sont plus atypiques, avec notamment la toux nocturne. Ça peut être également la perte de poids, notamment chez les patients âgés, qui va être mise en lien avec une anorexie. Et puis la dépression pour certains patients qui est mise en lien avec le bas débit et des douleurs abdominales également. Donc en fait, on voit que tous ces signes-là, ils peuvent être mis en lien avec plein d'autres pathologies. Donc le diagnostic, il n'est pas forcément simple à poser. En termes de signes cliniques, l'insuffisance cardiaque, elle peut être à prédominance gauche. Donc ces cas-là, on va plutôt retrouver des râles crépitants, des sibilants, parfois des épancements pleuraux de manière plus rare. Et puis, quand on parle d'insuffisance cardiaque plutôt droite, va mettre en jeu des mécanismes hépatiques avec une hépatomégalie qui va être sensible, une turgescence jugulaire qui soit spontanée ou provoquée, reflux hépatojugulaire également, et puis des œdèmes qu'on qualifie de indolores, blancs, mous, qui prennent le godet, et puis la cite éventuellement aussi qui est une forme d'œdème également. Et la prise de poids, elle est en lien avec ces œdèmes, bien évidemment, qui vont peser en fait sur la balance. Hein, c'est ce qu'on dit aux patients. C'est toujours ce signe clinique de fatigue qui revient, et puis des signes plus spécifiques à la fonction cardiaque avec le bruit de galop qui est typique de l'insuffisance cardiaque, éventuellement une tachycardie parce que ça va mettre en stress la fonction cardiaque, le cœur va vouloir compenser en augmentant la fréquence cardiaque, sauf pour les patients qui sont sous bêta-bloquants bien sûr, donc ça va masquer un petit peu ce symptôme-là. Et puis les signes cardiaques, ils peuvent être valvulaires en fait avec une insuffisance mitrale ou une insuffisance tricuspidienne qui sera secondaire en fait à l'insuffisance cardiaque, des valves qui vont dysfonctionner en fait, en lien avec un remodelage ventriculaire en fait. La dyspnée, c'est un symptôme qu'on retrouve dans beaucoup de pathologies. Comment on va plutôt la qualifier dans l'insuffisance cardiaque? Elle va en fait, au début, la dyspnée, et ça c'est un tableau assez classique, c'est une dyspnée qui apparaît à l'effort. Des patients qui vont commencer à être essoufflés à l'effort et puis progressivement, si on fait rien, ils vont devenir essoufflés au repos. Donc ça, c'est un signe assez typique de la dyspnée liée à l'insuffisance cardiaque. C'est aussi un essoufflement qui est quantifiable parce que les gens, en général, sont capables de nous dire au bout de combien de mètres, au bout de quelle distance ils vont devenir essoufflés, au bout de combien d'étages ils vont monter, au bout de combien d'étages ils vont être essoufflés. Et puis, le signe de l'oreiller aussi, hein, qui va qualifier l'orthopnée, c'est-à-dire que ce sont des patients qui vont être obligés de positionner plusieurs oreillers pour être plus à l'aise pour respirer la nuit. Voilà, donc un caractère positionnel de la dyspnée. Et enfin, la dyspnée, quand elle est soulagée par les diurétiques, là, ça nous oriente quand même de manière assez sensible vers l'insuffisance cardiaque. Donc, effectivement, la dyspnée, c'est un signe qu'on retrouve dans beaucoup de pathologies et qui va être plus spécifique de l'insuffisance cardiaque avec ces signes-là. Comme vous le voyez, c'est le diagnostic qui va reposer sur des données cliniques. Dans la vraie vie, c'est pas toujours évident parce qu'on se retrouve souvent quand même à une population fragile, parfois des patients qui sont obèses avec donc des signes qui vont être difficiles
à déceler chez des patients parfois anémiés, donc qui sont essoufflés aussi en lien avec une anémie. Très souvent, on retrouve un déconditionnement à l'effort, donc ils sont tout simplement essoufflés parce qu'ils sont plus habitués à faire des efforts, en fait, tout simplement. L'insuffisance veineuse aussi, c'est difficile de faire la part des choses parfois dans les œdèmes des membres inférieurs avec des patients qui ont des grosses jambes, qui ont des jambes gonflées de manière chronique. La dépression aussi, avec des gens qui vont être très fatigués de manière chronique, et puis les personnes âgées, où là, on a vraiment le maxi combo de tous ces signes, donc c'est pas toujours facile. Pour nous aider, effectivement, on a des examens biologiques que vous connaissez avec la NFS pour justement faire le diagnostic étiologique de l'anémie, le iono pour éventuellement déceler un trouble hydroélectrolytique, évaluer la fonction rénale, c'est très important pour ensuite mettre en place éventuellement le traitement médical. Parfois aussi, on va l'évaluer pour évaluer une éventuelle, on va le voir plus tard, une éventuelle iatrogénie. Le bilan hépatique, puisque dans l'insuffisance cardiaque droite, on a vu qu'on mettait en jeu la fonction hépatique, donc ça va nous permettre d'avoir des données initiales. Un bilan martial, en fait, on s'est rendu compte dans différentes études que les patients qui étaient en carence martiale vont présenter des symptômes d'insuffisance cardiaque de manière plus importante que ceux qui ne le sont pas. Donc, on s'est rendu compte que le fait de supplémenter ces patients va améliorer, en fait, leur qualité de vie, potentiellement. Bien sûr, les NT-proBNP ou les BNP, qui sont des peptides natriuriques, qui vont être en fait produits par les cardiomyocytes quand ils sont par les cardiomyocytes ventriculaires, notamment quand justement les parois sont dilatées, ce qui va provoquer une production de ces peptides natriuriques, qui parfois qui va être modifiée par de nombreux facteurs aussi. Donc il faut parfois se méfier par exemple de l'obésité, les NT-proBNP sont diminués chez les patients obèses et par contre ils vont être augmentés chez le patient insuffisant rénal. Donc c'est toujours aussi à mettre dans le contexte du patient, bien sûr. Et puis une TSH pour discerner éventuellement une fatigue qui serait potentiellement liée avec une hypothyroïdie, dans le bilan initial en tout cas. Voilà ce que nous propose l'ESC pour essayer de faire un diagnostic de l'insuffisance cardiaque avec tout d'abord faire le point sur les facteurs de risque, les symptômes dont on vient de parler. Ensuite, l'ECG, effectivement. Alors, l'ECG, il ne suffit pas à faire un diagnostic d'insuffisance cardiaque. Par contre, effectivement, on retrouve très souvent des anomalies dans l'ECG de ces patients. C'est très rare que vous ayez des ECG normaux dans l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire qu'un ECG normal, il aura une très forte valeur prédictive négative dans l'insuffisance cardiaque. Si vous avez de tels symptômes, bien sûr, faire le bilan biologique avec des NT-proBNP qui seront positifs ou négatifs. S'ils sont positifs, il faudra proposer une échocardiographie. Si cette échographie elle est normale, là vous pourrez écarter complètement l'insuffisance cardiaque. Si elle ne l'est pas, donc ensuite l'insuffisance cardiaque, après il va y avoir tout un tas de données qui seront prises pendant l'échographie, c'est pas non plus le sujet de la présentation, mais cette échographie elle permettra notamment de définir la fonction ventriculaire avec la fraction d'éjection. Et ça c'est très important parce que ça va déterminer ensuite la stratégie thérapeutique. On va faire un petit focus sur la classification de l'insuffisance cardiaque en fonction de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc, vous voyez qu'on parle d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée si cette FEVG est inférieure à 40%. Si elle est comprise entre 40 et 50%, on va parler d'insuffisance cardiaque à FE moyennement altérée et supérieure à 50% à FE préservé. Alors, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, j'ai une question sur le chat. J'ai Marie qui demande si la carence martiale est à supplémenter dans toutes les IC. Alors oui, en fait, oui, tout à fait. La supplémentation martiale, ça a même été, on va le voir un petit peu plus tard, l'ESC, dans les dernières recommandations de 2023, on parle de supplémentation dans tous les types d'insuffisance cardiaque, effectivement. Merci. De rien. Alors ensuite, quand vous avez fait le diagnostic de cette insuffisance cardiaque, bien sûr, il va falloir la traiter. Dans un premier temps, il faudra toujours prendre en compte les mesures non pharmacologiques avec la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire que vous connaissez tous et sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Mais bien sûr, ça fera partie du traitement de ces patients avec
Moi, quand je vois les patients insuffisants cardiaques, c'est toujours des sujets que j'aborde. Je ne me contente jamais de faire un ECG et de traiter et de faire uniquement un volet médicamenteux. Ça, ce sont toujours, notamment l'activité physique et l'alimentation, des sujets qu'on aborde. Donc ça, c'est essentiel et je pense qu'en tant qu'infirmier en pratique avancée, c'est aussi une des grandes spécificités, une des grandes plus-values que l'on peut apporter dans l'insuffisance cardiaque, notamment en ville, avec des patients qui n'ont pas forcément accès à des programmes d'éducation thérapeutique. Et on peut faire de l'éducation thérapeutique sans forcément rentrer dans la mise en place d'un programme spécifiquement dédié à ça, mais en ayant des messages pendant nos entretiens et nos consultations. Donc ça, c'est vraiment... et je pense aussi que on est très attendu sur ce terrain-là par le monde médical de manière générale. Voilà. Et puis, si possible, on sait bien que l'accès est compliqué, mais la réadaptation cardiovasculaire, elle s'adresse également aux patients insuffisants cardiaques et non pas exclusivement aux patients coronariens. Simplement, on sait que l'accès est compliqué et voilà, on sait que c'est environ moins de 10% des patients qui peuvent y avoir accès, même si c'est un chiffre qui date d'une dizaine d'années, c'est toujours d'actualité. Les mesures non pharmacologiques, un petit point sur les apports en sel, avec, je l'avoue, une petite spécificité bretonne que nous avons avec les fruits de mer, qui est un vrai sujet. Insuffisance cardiaque et fruits de mer, c'est un domaine dans lequel j'avance tous les jours un petit peu dessus, mais c'est difficile pour des patients qui ont mangé des huîtres toute leur vie de leur demander de ne plus en manger, c'est impossible même. Et en fait, en Bretagne, les fruits de mer, c'est pas un produit de luxe, hein, c'est un vrai produit du terroir que les gens peuvent manger. Alors peut-être pas tous les jours, mais certains toutes les semaines, hein, ça c'est sûr. Donc chez nous, on mange des huîtres et puis bien sûr, on mange avec du pain salé et puis du beurre. On ne précise pas qu'il est salé, parce que chez nous, il est forcément salé. Donc une petite spécificité bretonne avec des entretiens que je vais axer pour certains patients sur la consommation des fruits de mer et puis pour ceux pour lesquels c'est vraiment impossible de ne plus en manger, on va discuter de la manière dont on les mange, comment on s'adapte, combien on en mange, les huîtres, quelle taille d'huître, il y a plusieurs tailles, donc on essaie de manger les plus petites, de vider l'eau, et puis également d'adapter la posologie des diurétiques pour les jours où ils vont consommer des fruits de mer, un petit peu à la manière dont on va adapter l'insuline pour un patient diabétique. Il va adapter par exemple à sa consommation de glucides, et bien là on va essayer de faire un petit peu la même chose un peu sur le même modèle. Donc on essaie de s'adapter un petit peu à chaque patient en fonction des posologies initiales, mais c'est vrai que le sel c'est un vrai sujet. Et encore, il ne faut pas non plus trop fermer, parce que certains patients vont aussi tomber ils vont complètement se fermer, ils vont plus du tout manger de sel, ils vont du coup plus vouloir avoir de vie sociale parce qu'ils ont peur d'aller manger chez eux, donc ils vont faire un repas éventuellement salé, peur de manger des biscuits apéritifs, tout ça. Donc parfois aussi venir nuancer tout ça. Mais effectivement, le sel est un vrai sujet dans l'insuffisance cardiaque. Un petit focus encore sur l'éducation thérapeutique. Quand je vois effectivement un patient insuffisant cardiaque, à chaque consultation, quel que soit le motif de cette consultation, je vais aborder les signes d'alerte. Même si c'est un patient que je connais très bien, on a régulièrement des surprises. Donc, quels sont ces signes? L'essoufflement, les œdèmes, la prise de poids, la fatigue. Et qu'est-ce que je fais si jamais ils apparaissaient? Donc ça, c'est vraiment une constante dans tous mes entretiens. Voilà les items ensuite que je vous ai mis, qu'on nous demande d'aborder notamment dans les séances d'accompagnement thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. Il y a tout un cahier des charges d'items et de thèmes qu'on est censé aborder, avec l'autosurveillance notamment. Et là, j'insiste beaucoup sur la nécessité de se peser régulièrement à la maison. Et parfois, certains patients se sentent un petit peu gênés, offusqués, qu'on leur demande de se peser. Mais j'insiste sur le fait que se peser, c'est pas pour surveiller la ligne, mais bien pour surveiller le cœur, en fait. Hein, que la surveillance, le cœur, quand il fatigue, il fait prendre du poids. Le cœur peut faire prendre du poids. C'est un petit peu comme ça que j'essaye d'avancer les choses. Et puis voilà, je vais pas détailler tous les items ensuite, mais gros volet aussi sur l'activité physique. On a beaucoup de patients sédentaires, comme vous le savez. Focus sur les médicaments, la surveillance biologique. Et qu'est-ce que je fais si je pars en vacances? Donc ça, sont des sujets qui pourraient à eux-mêmes, à eux seuls, faire l'objet d'autres présentations si jamais vous étiez motivés pour nous proposer un webinaire prochainement, ce serait avec plaisir. Les patients insuffisants cardiaques, ils doivent
ils doivent être vaccinés contre certaines maladies. Et là, je fais juste une petite parenthèse, il y a des données assez récentes qui datent du mois d'août pour les pharmaciens et les infirmiers. Tous les infirmiers, pas seulement les IPA. Donc, les IPA, dans ce texte, on est mis un petit peu avec les infirmiers, comme dans beaucoup de textes de loi. Les pharmaciens et les infirmiers, ils peuvent prescrire les vaccins recommandés dans le calendrier vaccinal en vigueur pour les patients de 11 ans et plus, sauf les vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées, qui sont le ROR, la fièvre jaune et le zona. Et pour ça, en fait, il faut suivre une formation dédiée à la prescription vaccinale d'une durée au moins égale à 10h30, même pour les IPA. Donc, on est supposé suivre cette formation dorénavant pour pouvoir prescrire des vaccins. Une fois que vous avez suivi cette formation, il faudra réaliser une déclaration auprès de votre ordre, en fait, de l'ordre infirmier, sur votre espace en ligne, en fait. Donc, pour les patients insuffisants cardiaques, c'est donc la grippe, le Covid, le pneumocoque, et puis s'assurer, comme tout le monde, que le DTP soit à jour. Je reviens 2 secondes sur les diurétiques. J'ai une question de Mathilde qui demande si elle peut adapter les diurétiques même si la fonction rénale est altérée. Alors en fait, ce que vont vous dire les néphrologues, c'est qu'en pratique, ils vont préférer que vous diminuiez la congestion qui va, elle, être plus délétère sur la fonction rénale à long terme. Donc effectivement, même si vous avez une fonction rénale qui est altérée, mais que vous avez un patient qui présente des signes congestifs, il faudra soulager ces signes congestifs par une déplétion avec des diurétiques. Après, si vous ne le sentez pas, bien sûr, on est IPA, on n'est pas médecin, et il faudra s'entourer de l'équipe médicale pour pouvoir le faire. Mais ce sera plus bénéfique pour le patient de le faire, même s'il est insuffisant rénal. Et j'ai une autre question, Emmanuel qui demande, mais là j'ai un élément de réponse à fournir aussi, mais peut-être que toi tu en as d'autres. Où s'adresser pour la formation de vaccination? Ouais, on peut vous mettre. Alors, il y a différents organismes privés. Peut-être qu'on pourra vous les mettre dans le chat. Je sais qu'il ne faut pas qu'on vous en mette qu'un seul, sinon, voilà, on va vous en mettre au moins 2, mais il y en a plusieurs, effectivement, qui proposent ces formations-là. Ouais. Et moi, à titre personnel, je me suis fait financer la formation par Pfizer. Voilà, à savoir. Mais ce sont des formations qui sont accessibles au DPC. Hein. Donc, normalement, Exactement. Ouais. Donc, vous ne devriez pas avoir à dépenser pour vous former à cette prescription vaccinale. Voilà, ça c'est le tableau que vous retrouvez. Je vous ai mis le lien en bas. Vous voyez que cette formation, ce sont en fait tous les vaccins qu'elle vous autorise à prescrire. Et vous voyez que dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, vous pourrez prescrire le DTP, la grippe et les infections à pneumocoque. J'en reviens au traitement de l'insuffisance cardiaque à proprement parler. Tout à l'heure, on disait donc que l'insuffisance cardiaque, on allait la classifier en fonction de la fraction d'éjection. Et en fait, c'est très important puisque la stratégie thérapeutique, elle va dépendre de cette classification-là. Pour les patients qui vont avoir donc une fraction d'éjection altérée, donc inférieure à 40%, là, vous avez sous les yeux la stratégie thérapeutique qu'il faudra mettre en place. Donc, ce n'est pas les IPA qui vont les instaurer. Bien sûr, c'est les cardiologues, mais c'est des sujets qui sont d'actualité, hein, avec les 4 fantastiques dont vous avez sans doute entendu parler, avec les IEC, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, et puis les glyphosines. Ensuite, les diurétiques pour traiter la congestion éventuellement. Ce sont des médicaments qui vont être instaurés à minima, à petite dose, et qui vont devoir être augmentés progressivement pour pouvoir atteindre une dose maximale, soit maximale tolérée, soit la dose cible qu'on nous définit. Et en fait, il y a une étude qui est assez récente, qui est l'étude Strong-HF, qui a démontré qu'en fait, l'augmentation rapide des traitements de l'insuffisance cardiaque était sûre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'événements graves qui avaient été associés à une augmentation rapide par rapport à une augmentation qui était plus lente. Et elle était surtout associée à un risque réduit de décès et de réadmission pour décompensation cardiaque à 180 jours, indépendamment de la FEVG ou du NT-proBNP de base. C'est-à-dire que vous allez offrir toutes les chances de meilleurs pronostics à vos patients en titrant rapidement les médicaments qu'on vient de citer tout de suite. Alors, comment et en combien de temps? Parce que rapidement, ça veut tout dire. C'est un petit peu le protocole qui avait été proposé par cette étude. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut essayer de parvenir à des doses optimales en fonction de la tolérance clinique et biologique du patient à environ 6 semaines.
en fonction bien sûr des ressources locales. On sait bien que une consultation cardiologique, c'est pas évident à obtenir. Mais c'est là aussi, alors je parlais d'éducation thérapeutique pour les IPA, je pense que les IPA, ils ont aussi beaucoup à apporter dans l'optimisation thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. On va pouvoir, une fois qu'ils ont le traitement a été initié, pouvoir les titrer progressivement en évaluant la tolérance. On parlait donc des IEC, donc effectivement c'est une des molécules qui est indiquée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Très souvent quand même on retrouve le ramipril, qui sera initié par les cardiologues la plupart du temps, 2,5 mg, ça peut être un peu plus en fonction des habitudes de chacun, qui devra être augmenté par palier de 1,25 à 2,5 jusqu'à la dose cible de 10 mg ou la dose maximale tolérée par le patient. Ce qui pourrait faire qu'il ne tolère pas, ce serait par exemple une kaliémie une fonction rénale qui dysfonctionne, bien que les IEC soient néphroprotecteurs. Mais effectivement, ça peut être aussi des hypotensions. Le ramipril, donc première classe médicamenteuse à augmenter progressivement. Les IEC plutôt. Ça peut être également de l'Entresto. Alors l'Entresto, il est recommandé uniquement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. L'Entresto, ça peut aller assez vite parce que vous voyez que la dose initiale, elle est donc c'est un comprimé de 49,51 mg, c'est du sacubitril/valsartan, ce contient les deux molécules dans ce médicament, la plupart du temps initié. Donc, il y a 3 dosages, 49,51 étant le dosage intermédiaire, et il faut arriver jusqu'au dosage supérieur qui est de 97,103. Et là, l'Entresto, il faut attendre minimum 2 semaines avant de pouvoir le majorer entre les 2 augmentations. Ça peut être 2 à 4 semaines si on veut se laisser un petit peu plus de temps chez des patients fragiles, en fonction de la tolérance du patient. Quand on parle de tolérance du patient, on parle de pression artérielle. Effectivement, si elle est inférieure à 95 mm de mercure, c'est un petit peu compliqué de l'augmenter, bien que parfois il y en a qui tentent, ça se tente parfois. L'hyperkaliémie, c'est un des effets secondaires de ce médicament, également l'altération de la fonction rénale. C'est pour ça qu'en fait, après chaque majoration, une semaine après, il faudra que les patients aient une surveillance biologique avec au moins une fonction rénale et un ionogramme sanguin auquel vous pourrez ajouter éventuellement d'autres éléments en fonction du patient. L'Entresto ne doit surtout pas être administré de manière concomitante avec un IEC. Il doit y avoir une fenêtre thérapeutique d'au moins 36 heures si le patient était sous IEC auparavant. Il doit arrêter au moins 36 heures ces IEC avant de pouvoir commencer l'Entresto. Voilà, donc tous les médicaments qu'on cite là, bien sûr, les IPA peuvent agir sur les posologies. Les bêta-bloquants, introduits à faible dose, alors les recommandations sont à 1,25, parfois 2,5, l'introduction, ce sera fonction du cardiologue. Pareil, l'augmentation par palier de 1,25 ou 2,5, jusqu'à atteindre une dose cible de 10 mg, souvent le bisoprolol. Vous voyez que ce sont les 4 bêta-bloquants qui ont l'AMM dans l'insuffisance cardiaque. Mais le bisoprolol et le ramipril sont souvent utilisés. En plus, vous voyez qu'ils ont les mêmes paliers. En fait, on est des paliers de 1,25 ou 2,5. Donc, c'est assez facile à manipuler. Bien sûr, si votre patient est bradycarde avec une fréquence cardiaque inférieure à 50 par minute, on n'ira pas majorer ce type de molécule. Voilà pour les bêta-bloquants. Les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, ils vont être réservés aux patients qui ont une fonction rénale avec un DFG qui sera supérieur à 30 par minute et une kaliémie inférieure à 6. À nouveau, il s'agit d'une molécule hyperkaliémiante, donc il faut être très prudent quand même sur la manipulation de toutes ces molécules. Il faut vraiment veiller à une surveillance biologique rapprochée dans le cadre de la titration médicamenteuse. Là, en tant qu'IPA, on peut le faire. Il y a aussi des spécialistes de ce moment du parcours de patient, sont les ISPIC, qui font ça très bien aussi. Surveillance régulière de la fonction rénale et de la kaliémie. L'effet secondaire qu'on peut très souvent rencontrer, notamment avec l'aldactone, c'est la gynécomastie, avec une formation en fait de petits seins, notamment chez l'homme. Alors, un problème sur le plan esthétique, mais aussi c'est douloureux chez ces patients-là. L'éplérénone va moins provoquer ce genre d'effet secondaire. Donc, avec l'éplérénone ou la spironolactone vont être introduits à dose de 25 mg par jour, et puis la dose maximale étant de 50 mg.
Voilà pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. On passe maintenant à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée, donc pour une FE comprise entre 40 et 50%. Vous voyez qu'on retrouve les mêmes molécules avec les diurétiques pour traiter la congestion, les glyphosines qu'on retrouve ici, qui sont aussi indiquées, on va en parler tout à l'heure, avec toutes les formes d'insuffisance cardiaque, et puis un peu moins recommandées chez les patients modérément altérés, avec les IEC, les bêta-bloquants, en fait plutôt en classe 2, mais ce sont des patients qui vont très souvent avoir ces molécules parce que parfois il y aura un terrain d'une autre cardiopathie, parfois une cardiopathie ischémique, des patients qui ont des antécédents d'infarctus, qui vont déjà être traités avec ces molécules-là en fait. Donc vous retrouverez très souvent les mêmes molécules chez ces patients-là, bien qu'en première intention, pour l'instant, on parle uniquement des diurétiques et des glyphosines pour ce type d'insuffisance cardiaque. Ils peuvent être aussi hypertendus, diabétiques, ce qui va faire qu'ils auront aussi ces classes médicamenteuses finalement. Et enfin, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc des patients qui ont une fraction d'éjection supérieure à 50%, pour lesquels les deux types de molécules qui sont recommandées sont les diurétiques, toujours pour traiter la congestion, et les glyphosines, qui ont aussi prouvé un bénéfice dans ce type d'insuffisance cardiaque sur le plan de la morbimortalité. Bien sûr, le traitement des comorbidités. Le furosémide, juste un petit point, puisque vous voyez que c'est une des molécules qu'on retrouve dans les 3 types d'insuffisance cardiaque. On doit l'utiliser à minima, donc le moins possible, pour essayer d'être le moins délétère sur la fonction rénale, et uniquement à la phase aiguë de la maladie, donc uniquement en cas de décompensation. Parfois, on trouve aussi avec des gens qui ont de manière chronique ce furosémide, parce que dès qu'on l'arrête, c'est des patients qui vont se remettre à prendre du poids. Donc le furosémide, il est donc adapté à la clinique, au NT-proBNP éventuellement, et à la fonction rénale. En pratique, le furosémide, on doit réévaluer normalement de manière clinique 1 semaine après la majoration ou parfois la diminution quand ça se tente. Réévaluation clinique et biologique avec une fonction rénale et puis une surveillance de kaliémie, puisque vous savez que le furosémide est hypokaliémiant. Et puis un suivi du NT-proBNP peut être intéressant pour vérifier un petit peu l'effet qu'on a sur le traitement de la congestion. Toujours intéressant, dans l'insuffisance cardiaque chronique, d'avoir un NT-proBNP de référence pour pouvoir évaluer l'évolution de la maladie. NT-proBNP, je dirais, et un poids également. Le poids et les NT-proBNP qui vont être des valeurs de référence pour évaluer donc l'évolution de cette maladie. On parlait tout à l'heure également des glyphosines, qui sont qui sont des molécules récentes qui ont d'abord fait leur preuve dans le cadre du diabète, et on s'est rendu compte ensuite que chez des patients diabétiques insuffisants cardiaques, ils faisaient moins d'épisodes de décompensation que ceux qui n'avaient pas ce type de molécules. Donc les laboratoires se sont penchés sur l'intérêt dans le cadre des cardiopathies. Et effectivement, il y a bien un réel bénéfice des glyphosines dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection. Vous allez avoir un bénéfice en termes de morbimortalité qui est assez significatif. Donc, les glyphosines, ça va être l'empagliflozine avec le Jardiance ou la dapagliflozine avec le Forxiga. Ce sont des molécules qui vont donc diminuer la réabsorption rénale du glucose et du sodium, qui vont donc réduire la surcharge volémique, diminuer la pression artérielle, ça va vraiment diminuer le travail du cœur en fait, et réduire l'après et la post-charge. C'est un médicament qui va augmenter l'excrétion urinaire du glucose, d'où un effet secondaire malheureusement assez fréquent qu'on retrouve avec des infections urogénitales chez ces patients. Ça va créer un milieu assez propice au développement des infections. Et puis attention chez les patients diabétiques au risque d'acidocétose, et puis s'ils ont d'autres médicaments hypoglycémiants, bien les informer du risque ou de la potentialité de diminuer les autres médicaments en cas ou parfois même des insulines en cas de glycémie qui diminue. Ça peut être le cas. Ouais. Il n'y avait pas de question. Ouais. J'ai une question. J'ai Charlotte qui demande à l'initiation des 4 fantastiques, avez-vous déjà eu des patients présentant une sensation de prurite sans éruption cutanée visible? Et si oui, comment avez-vous fait pour savoir lequel des 4 traitements était responsable? Bah ouais, alors en fait, le prurite en particulier, j'ai jamais vu ça. Toutes les démangeaisons, j'ai jamais eu. Bon, je ne peux pas dire que ça n'arrive jamais.
Mais par contre, quand on a un effet secondaire qui apparaît, effectivement, quand les 4 ont été introduits en même temps, c'est un petit peu difficile de discerner lequel est le responsable. Ouais, c'est pour ça qu'en ville, parfois, les cardiologues sont un petit peu sont un peu moins invasifs et préfèrent introduire, même s'ils le font le plus rapidement possible, molécule par molécule, pour voir quelle serait la molécule incriminée en cas d'effet secondaire, pour pouvoir discerner, en fait, la iatrogénie. Parce qu'effectivement, quand on a un effet secondaire de ce type, c'est difficile de la mettre en évidence, quoi. Là, malheureusement, j'ai pas la réponse. Je sais pas si vous l'avez, quelqu'un, mais moi, je l'ai pas. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un patient qui a présenté des vomissements chroniques à l'introduction. Bah, pareil, les 4 ont été introduits d'un coup. Donc, on a prescrit tout un tas de bilans pour savoir s'il n'y a pas une autre cause. Et vu qu'on a tout éliminé, on a vraiment, du coup, on est parti vraiment sur un médicament qui était mal toléré. Et donc, le cardio m'a dit, en fait, il faut les arrêter les uns après les autres par Voilà, tranche c'est de ça. 4 jours. Mmh. Et donc, le premier était le bon, hein, c'était l'Entresto, donc qui a été arrêté. Et au bout de 4 jours d'arrêt, le patient a récupéré une alimentation correcte. Donc voilà, la technique, c'est de les arrêter, c'est de cibler celui qui pourrait être le plus à même de provoquer l'effet secondaire, et puis les arrêter à tour de rôle, hein, ce qui peut prendre un peu de temps, ça peut, voilà. Mais il y a pas trop d'autres alternatives, je pense. Merci Arnaud. Voilà, donc pour les traitements de l'insuffisance cardiaque, alors ça fait l'objet d'un certain nombre de présentations. Je vais pas m'attarder un petit peu plus, mais je souhaitais quand même l'aborder parce que c'est le cœur de l'insuffisance cardiaque. Il y a quand même des données récentes dans cette thématique-là, et qu'en tant qu'IPA, on a un certain rôle à jouer dedans. J'en viens donc au cœur de cette présentation, qui était donc la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, qui est en fait un acte de télémédecine qui a pour objectif de permettre à un professionnel médical ou non, par la force des choses, d'interpréter à distance des données que le patient va lui-même recueillir à son domicile et qui vont être transmises aux professionnels de santé. La télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, quelques résultats. Il y avait une méta-analyse qui avait été réalisée en 2017 et qui regroupait 39 essais qui montraient une efficacité de la télésurveillance avec une réduction de mortalité de toute cause de 20%, avec une réduction des hospitalisations qui était significative. Entre-temps, depuis cette étude, il y a eu d'autres essais qui avaient été menés dont les conclusions étaient quand même plutôt neutres. On va voir plus tard qu'il y a une étude récente qui a été faite et qui prouve d'autres résultats. La télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, elle a fait l'objet d'un avis qui a été émis en mars 2023 par l'HAS. Selon l'HAS, donc bien sûr, la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque n'est pas une prise en charge d'urgence. C'est pas quelque chose que vous pourrez proposer à un patient pour traiter une situation d'urgence, hein, pas du tout. C'est une méthode de suivi qui apporte des informations qui permettent un suivi régulier et une intervention au plus tôt si nécessaire. Et c'est un vrai levier pour accompagner l'évolution du parcours de santé, comme moins centré sur le soin aussi, au profit de la prévention et de l'accompagnement, comme je le disais tout à l'heure. Donc la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, je vous parlais de cet avis. Le principal objectif, en fait, qui a été défini dans cet avis, c'est de détecter et de prendre en charge très précocement une éventuelle dégradation de l'état du patient afin d'éviter une hospitalisation et le recours aux soins d'urgence. C'est vraiment l'objectif principal de la télésurveillance. Et au regard de différentes données qui avaient été récoltées, l'HAS considérait que ce type de suivi pouvait avoir un intérêt supérieur au suivi médical conventionnel sans télésurveillance. Un petit point de nouveau sur l'insuffisance cardiaque en 2022. En France, on voit, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'incidence augmente, de l'insuffisance cardiaque augmente beaucoup. Et dans le même temps, une notion que je n'ai pas encore abordée, c'est la démographie médicale. Avec, en France, en 2022, 109 cardiologues en moins. Un âge moyen des cardiologues qui est de 51 ans. Donc, on voit qu'on a une pyramide des âges qui n'est pas tout à fait respectée, avec un âge assez élevé, on peut dire. Et puis, 220 départs en retraite de cardiologues sont prévus jusqu'en 2027. Et vous voyez que l'année dernière, il y avait 185 postes au desk de cardiologie. Donc, en fait, il y a plus de départs que d'arrivées. Donc, on a d'un côté des besoins en santé qui augmentent et dans le même temps, de l'autre côté, des ressources médicales afin de répondre à ces besoins de santé qui vont diminuer. Donc, on voit bien qu'on va se retrouver confronté, là, qu'on est déjà confronté à un vrai défi pour répondre à la demande de soins en cardiologie de manière générale. Et donc, pour répondre au suivi de l'insuffisance cardiaque, il va falloir
innover, ça c'est une certitude, il va falloir qu'on trouve des solutions, hein, des choses qui ne sont pas encore faites, tant sur le plan médical, on vient de le voir avec les nouvelles recommandations qui ont été émises, sur le plan technique, donc avec la télémédecine, la télésurveillance, et sur le plan organisationnel avec un virage ambulatoire qui a été clairement défini, et puis la création de nouvelles professions avec les ISPIC et les IPA notamment. Et à mon sens, la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, elle vient vraiment à la confluence de ces trois domaines, médical, technique et organisationnel, qui vont permettre d'optimiser le suivi des patients insuffisants cardiaques chroniques. Comment ça marche? Alors, concrètement, le principe de fonctionnement, vous voyez que, en tout cas, là, vous avez le matériel qui est proposé par le prestataire, donc NewCard, c'est la solution qui est proposée par eux. Donc, vous avez une balance connectée. Hein, les patients, ils ont une balance à la maison. Ils ont un tensiomètre. Et puis, ils ont une tablette afin de répondre à cette question. Vous voyez, comment respirez-vous? S'ils respirent comme d'habitude, ce sera le bouton vert. S'ils ont plus essoufflé que d'habitude, ce sera le bouton rouge. J'insiste sur le plus essoufflé que d'habitude, parce qu'on sait qu'il y a des patients qui seront toujours essoufflés, toujours un peu essoufflés. On n'arrivera jamais à revenir à un état eupnéique qu'ils pouvaient avoir à leurs 20 ans. Donc, comme ils sont toujours un peu essoufflés, certains vont toujours appuyer sur le bouton rouge. C'est bien plus essoufflé que d'habitude. Si vous êtes essoufflé, mais de manière habituelle, ce sera bouton vert. C'est important parce qu'après, sinon, ça risque de fausser les algorithmes et les alertes. Donc, la balance, le tensiomètre et la tablette. En pratique, voilà un petit peu comment ça se présente, comment l'interface se présente côté professionnel de santé. Donc, vous avez une première, la courbe du haut, en fait, qui est la courbe de poids. Vous voyez l'évolution du poids en fonction de la date. Vous avez ensuite les tensions, et puis enfin, en bas, vous avez la courbe des fréquences cardiaques. Et puis, quand vous balayez avec la souris, vous allez avoir les données qui vont s'afficher de manière brute. Donc, vous voyez, c'est hyper intéressant d'avoir... En fait, la courbe dont on va le plus se servir, bien entendu, c'est le poids, mais pas seulement. Hein. Vous voyez que c'est un vrai outil aussi dans la titration de l'insuffisance cardiaque. On parlait de médicaments potentiellement hypotenseurs. Donc là, vous êtes un peu plus en sécurité quand vous avez ce type d'outil pour pratiquer la titration des médicaments sur des patients pour lesquels vous allez pouvoir les surveiller à distance. Et ça, c'est hyper utile et c'est très sécurisant en fait en tant que soignant, en tant qu'IPA aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher, on n'est pas non plus les plus vieux d'entre nous, on a 3 ans d'exercice. Donc, quand on est de jeunes praticiens, c'est aussi un outil qui est intéressant pour se mettre en sécurité en fait. Donc voilà un petit peu l'interface. Quelques petits exemples pratiques en fait de télésurveillance. Alors là, vous voyez que c'est une courbe de poids, donc un patient qui avait déclenché une alerte, et vous voyez que on l'a contacté le 10 avril, on a majoré les diurétiques. Donc derrière, on va vérifier. Les jours qui suivent, on se connecte, on va voir sur l'évolution de la courbe du patient. Là, effectivement, ça va être efficace avec une perte de poids. Là, c'est une patiente qui n'avait pas déclenché d'alerte, mais vous voyez quand même que sa courbe de poids, vous voyez, c'est quand même d'avril à décembre, hein, donc on est vraiment sur plusieurs mois. On voit qu'il y a une prise de poids qui est très progressive, et très probablement chez ce type de patient, il y a un petit peu de congestion qui va s'installer bon an, mal an. Ils ne vont pas forcément s'en rendre compte parce que c'est tellement lent et insidieux qu'ils ne vont pas forcément mettre en évidence les symptômes ni la prise de poids en fait. Mais quand vous prenez un peu de recul sur la courbe de poids sur 9 mois, vous voyez que ce sont des patients pour lesquels probablement là il y a un petit peu de congestion, et on sait que sur le plan, en termes de pronostic, la congestion c'est très mauvais sur le plan cardiaque, mais également sur le plan rénal. Donc c'est bien aussi de prendre un petit peu de recul parfois sur les courbes de poids pour voir un petit peu l'évolution à plus moyen terme ou voire long terme. Ça, c'est une courbe assez récente d'un patient, vous voyez, qui est parti en vacances et puis qui a bien profité, quoi. Donc, il a pris 10 kilos. Et donc, voilà, après, il n'avait pas envie de partir. Il était au Canada, donc il n'avait pas du tout envie d'emmener sa balance avec lui. Et quand il est revenu, bingo, ouais. Et donc, ça, c'est pareil, ça a pu être traité en ville tranquillement. Et ça, c'est aussi, cette dernière courbe, elle est aussi, c'est une patiente pour laquelle on avait diminué, vous voyez, aux alentours du 23 novembre, là, on avait diminué ou arrêté, je ne sais plus vraiment, en tout cas, on avait diminué les diurétiques pour pouvoir ensuite voir un petit peu comment ça se passe.
On se connecte, on va voir, on voit qu'en fait, c'était probablement pas la meilleure idée. Donc, on a repris les diurétiques derrière avec une perte de poids. Mais là, vous voyez, pour ce type de patient, il n'y a pas d'alerte qui se déclenche. Mais la télésurveillance, ça vient s'imposer un petit peu comme un outil de travail pour évaluer les actions que vous allez proposer à vos patients. Les types d'alertes possibles, en tout cas avec NewCard, avec lequel je travaille, c'est bien sûr la prise de poids, hein, c'est une alerte qu'on retrouve souvent. La dyspnée également, en fait, pour ça qu'il est important qu'ils répondent bien, mais la dyspnée, ça repose vraiment sur des données déclaratives. Alors, c'est pas toujours évident de l'évaluer. Parfois, en fait, l'alerte de dyspnée, elle va se déclencher si le patient déclare 3 jours consécutifs qu'il était plus essoufflé que d'habitude. Alors, parfois, quand ça se déclenche dans les appels, ils disent, bah oui, il fait pas beau, aujourd'hui, je suis plus essoufflé, il y a du vent. Bon, voilà, ça s'arrête là. Parfois, c'est vraiment ça. Parfois, ça l'est pas. Bon, ça va un petit peu au-delà. Mais c'est vrai que c'est une donnée qui est déclarative, donc qui est parfois un petit peu plus difficile à discerner, que ce soit pour les patients, mais pour nous aussi, en fait. Une des alertes possibles, c'est également la perte de poids, hypotension artérielle ou hypertension artérielle, bradycardie, tachycardie, donc de nouveau des éléments qui sont intéressants avec les médicaments dont on parlait tout à l'heure. Ouais, les types d'alertes possibles qui sont en fait autour du poids, de l'essoufflement, des tensions et de la fréquence cardiaque en fait. Globalement, c'est ça. Un petit mot sur l'aspect légal de la télésurveillance, puisque vous le savez peut-être, la télésurveillance est entrée récemment dans le droit commun au 1er juillet dernier, hein, cette entrée en droit commun faisait suite à l'expérimentation étape qui a duré plusieurs années. L'entrée dans le droit commun, ça veut dire que c'est remboursé par la sécurité sociale, ce qui fait d'ailleurs de la France le premier pays européen en fait à rembourser une solution de télésurveillance. Alors, il y a 2 décrets que je vous laisserai consulter si vous le souhaitez qui viennent ratifier cette entrée dans le droit commun. Qu'est-ce que ça change en fait on va le voir juste après ce que ça change. Moi, je voudrais voir sur les données recueillies d'abord sur la télésurveillance, bien sûr, on a parlé du poids. Le recueil en télésurveillance du poids, c'est une donnée qui est obligatoire, pas comme la tension, par exemple. Il y a des solutions qui ne proposent pas la mesure de la tension, mais le recueil du poids, il est obligatoire pour les patients. Fréquence quotidienne, si possible. Après, on peut aussi arriver à des aménagements avec certains patients pour lesquels ils vont décrire ça comme assez contraignant. C'est possible de définir ça. Les symptômes et les signes cliniques à surveiller, c'est-à-dire que les patients vont devoir répondre, quelle que soit la solution, quel que soit le prestataire, à des questions sur leur ressenti par rapport à leurs signes cliniques. Et puis effectivement, l'HAS recommande le tensiomètre connecté, bien qu'il ne soit pas obligatoire. Et puis la réponse aux questions par rapport aux symptômes. Les critères d'inclusion. Qui pouvez-vous inclure en télésurveillance? Tout patient qui a une dyspnée supérieure ou égale à un stade 2 de la NYHA. Donc, une dyspnée stade 2 de la NYHA est suffisante pour inclure un patient en télésurveillance. Ou un taux de NT-proBNP supérieur à 1000 picogrammes par millilitre ou un taux de BNP supérieur à 100 millilitres, 100 picogrammes par millilitre, pardon. L'un ou l'autre, vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Et ce qui est nouveau avec l'entrée dans le droit commun, c'est que une hospitalisation au cours de l'année précédente pour décompensation cardiaque peut également être un critère à elle seule, un critère d'inclusion dans un programme de télésurveillance, ce qui n'était pas le cas auparavant. Qu'est-ce que ça change concrètement l'entrée dans le droit commun par rapport au programme étape? Dans le timing des ordonnances, vous voyez que finalement, on reste sur un renouvellement d'ordonnance à 6 mois. Tous les 6 mois, on est supposé renouveler les ordonnances. Il faut normalement vérifier les critères d'inclusion que je viens de citer à chaque renouvellement d'ordonnance. Donc ça ne change pas. Mais vous voyez qu'il y a ce premier mois qui est un peu un mois d'essai, qui est nouveau depuis l'entrée en droit commun, qui est en fait un mois pour lequel on va être un petit peu plus tolérant avec le patient sur les fréquences de prise de mesure. On va essayer de l'enrôler un petit peu dans ce nouveau type de suivi. Donc durant ce premier mois, chaque patient doit bénéficier d'une séance d'accompagnement thérapeutique de manière obligatoire. Durant ce premier mois, c'est obligatoire.
On va essayer de mettre en place une fréquence quotidienne chez les patients, c'est l'idéal, c'est ce qui est recommandé. Après, concrètement, parfois on arrive à proposer à certains patients de se peser 1 jour sur 2, voire 3 fois par semaine pour des patients, mais parfois c'est pas souvent au début du programme, c'est plutôt quand on arrive un petit peu plus à distance, où il commence à s'installer une certaine forme de lassitude par rapport à ces prises de mesures, qui vont parfois, mais de manière quand même assez rare, hein, quand même, être vécues comme parfois une contrainte. Alors ils veulent s'en affranchir un petit peu, il n'y a pas de souci, ça s'entend tout à fait, hein, donc on peut être amené à aménager un petit peu la fréquence du recueil de données. Il faut que ce soit tracé et puis ensuite pour pouvoir être facturé, vous voyez par exemple si on définit une mesure quotidienne, pour pouvoir facturer, il faut qu'on puisse avoir au moins 50% au moins 1 jour sur 2 en fait de prise de mesure par le patient. D'accord. Donc, voilà. Et puis consentement, bien sûr, devoir d'information, ça ne change pas, bien entendu. Toujours nécessité d'informer le patient des modalités du suivi. Ce qui change également depuis l'entrée en droit commun de la télésurveillance, c'est la rémunération. Auparavant, vous voyez que dans le programme étape, le forfait qui était perçu par le médecin, qui est globalement un cardiologue, était de 18 € par mois et par patient, ce qui équivalait à peu près à 110 €, ce qui équivalait à 110 € par semestre. Et puis, les patients devaient obligatoirement bénéficier de 3 séances AT, ça veut dire accompagnement thérapeutique, donc 3 séances d'accompagnement thérapeutique par semestre. Ça, c'était obligatoire. Ils devaient avoir ces 3 séances de manière fixe pour tout le monde. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, vous voyez que la rémunération, elle a été revalorisée à 28 € par mois et par patient, ce qui donc porte la rémunération semestrielle à 168 €. Et maintenant, donc on a vu que la première séance d'accompagnement thérapeutique, elle est obligatoire pendant le premier mois, mais ensuite, c'est optionnel. Alors, c'est pas optionnel, en fait, le nombre de séances d'accompagnement thérapeutique est laissé laissé à la décision des cardiologues, mais aussi de tout professionnel intervenant dans le suivi par télésurveillance. En ce qui me concerne, avec les cardiologues avec lesquels je travaille, c'est moi qui vais décider du nombre de séances d'accompagnement thérapeutique que je vais moi-même réaliser, en fait. Donc, pour ça, effectivement, je trouve ça intéressant d'avoir la main là-dessus, parce que les patients n'ont pas tous les mêmes besoins. Pour certains, les 3 ne seront vraiment pas de trop. Pour d'autres, ben voilà, ils vont saturer très rapidement. Donc voilà, on va s'adapter, bien entendu. Et puis aussi pour des patients qui sont parfois ça arrive, hein, ils peuvent rester plusieurs années dans ce type de suivi. 3 séances par semestre, en fait, ça fait beaucoup. Ils en ont marre. Et ça s'entend aussi. Donc, et puis, il y a des patients qui n'en ont vraiment pas besoin, hein, qui sont très au clair avec leur maladie, avec leur traitement. Donc, ça ne s'impose pas forcément à tout le monde, ces 3 séances par semestre. L'accompagnement thérapeutique, donc, elle peut être depuis l'entrée en droit commun, elle peut être déléguée à un professionnel de santé qui peut être libéral. Pour ça, il faudra établir un protocole de collaboration qu'il faudra ensuite envoyer à l'ARS. Et ces séances d'accompagnement thérapeutique, elles peuvent être réalisées par les prestataires qui proposent aussi de réaliser eux-mêmes ces séances. Et pour terminer, je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur la manière dont on traite les alertes au cabinet où je travaille, en fait. Juste un petit élément de contexte. Vous parliez tout à l'heure d'une étude récente qui avait prouvé l'efficacité de la télésurveillance. Il s'agit de l'étude NewTS3 qui avait été menée donc par Newcard sur un peu plus de 1000 patients qui avaient été télésurveillés en France pendant au moins 3 mois. Et vous voyez que la baisse de mortalité toute cause, elle était de 23% à 18 mois. Donc, ils avaient montré une efficacité qui était là significative, avec moins de passages par les urgences aussi, ce qui est intéressant de nos jours. Également une étude récente, qui était une étude qualitative, qui est assez rare en cardiologie pour être citée, qui portait sur les barrières au développement de la télésurveillance en France. C'était une étude qui avait été menée sous forme de questionnaire en ligne, qui avait été envoyée dans 71 centres, un peu plus d'une centaine de cardiologues qui avaient répondu. 90% d'entre eux rapportaient un manque de personnel pour gérer les alertes.
et donc 79% aussi qui décrivaient une charge de travail complexe pour gérer ces alertes. Donc, vous voyez, d'un côté, on a un outil qui fonctionne, mais de l'autre côté, on a des barrières pour les mettre en place, parce qu'effectivement, c'est un outil comme un autre, mais il va nécessiter des moyens pour pouvoir être utilisé de manière optimale. Alors là où je travaille, c'est donc un cabinet en ville. Il y a 7 cardiologues, dont 5 qui sont tous libéraux d'ailleurs, 5 qui utilisent la télésurveillance, 4 secrétaires, et puis donc moi qui suis IPA, donc libérale, mention pathologie chronique stabilisée. J'ai fait en fait, c'est pas vraiment une étude, hein, c'est plus un relevé d'activité sur les patients qui ont été inclus, quelles alertes se sont déclenchées et de quelle manière on a pu y répondre. C'était un petit peu l'objectif de ce travail en fait. Ça intéresse donc des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque qui vivent dans un rayon de 100 km autour de Rennes, qui en fait un petit peu qui balaye un petit peu. On a des patients qui viennent d'assez loin, hein, d'autres départements autour de Rennes. Ça peut être des Côtes d'Armor, ça peut être de la Mayenne. On sait que ce sont des départements qui souffrent beaucoup de la démographie médicale. Du 1er janvier 2023 au 1er octobre 2023, 58 patients ont bénéficié du télésuivi de l'insuffisance cardiaque avec participation de l'IPA. Et au 1er octobre 2023, 54 patients étaient en cours de suivi. Donc on avait 2 décès et on avait arrêté de suivi pour des critères d'inclusion qui étaient plus satisfaits. L'âge moyen, vous voyez qu'il est d'un petit peu plus de 75 ans. Donc vous voyez que ce sont des patients qui sont quand même relativement âgés, hein, qui assez souvent vont faire preuve d'un peu de réticence quand on leur propose un outil numérique et qui en fait à l'utilisation qui est quand même très simple, ces réticences-là, elles sont assez rapidement levées en fait. Mais par contre, effectivement, au regard de l'âge, c'est une récurrence en fait, cette appréhension par rapport à l'utilisation de l'outil numérique. Ouais. 26 femmes et 28 hommes, ouais, c'était assez équilibré. Comment on s'organise? Donc effectivement, on a fait un protocole de coopération qu'on a transmis à l'ARS. La manière dont on s'organise pour les inclusions, alors ça ne se veut pas du tout un modèle, c'est un exemple en fait dont certains peuvent éventuellement se saisir, mais ça reste aussi ouvert à propositions et à suggestions si vous organisez différemment et que ça peut être tout à fait intéressant. Donc l'inclusion, elle est proposée la plupart du temps par le cardiologue. Ça peut être aussi moi qui repère les patients, mais la plupart du temps, c'est les cardiologues qui voient les patients avant moi et vous les orientez ensuite. L'inclusion, par contre, c'est uniquement les cardiologues qui peuvent les faire, hein, donc c'est eux qui vont réaliser l'ordonnance qui va être transmise au prestataire, cette ordonnance. Moi, je vais être informée soit directement par le cardiologue, soit par le biais du prestataire qui, lui, a reçu l'ordonnance et qui va m'informer d'une nouvelle inclusion. Je vais prendre contact avec le patient. Le prestataire également, c'est le prestataire qui va réaliser la formation du patient à l'utilisation du matériel. Ce sont les infirmières de coordination qui font ça très bien, qui connaissent très bien leur matériel, qui connaissent très bien aussi les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les patients. Donc voilà, ça se passe par téléphone, c'est elles qui les forment en fait. Et puis moi, ensuite, je leur propose de les rencontrer dans le premier mois, si possible, de cette inclusion. Effectivement, c'est moi qui réalise les séances d'accompagnement thérapeutique et ça me permet en fait d'avoir une bonne connaissance du patient, de son histoire, mais aussi de son environnement, de son niveau de fragilité, de ses ressources. Je sais qui vit seul, je sais qui vit à la campagne, je sais s'il y a des amis autour, s'il y a de la famille ou pas. Et ça, en termes de niveau de fragilité, quand les alertes se déclenchent, pour moi, c'est important en termes de niveau d'alerte, en fait, pour moi. Donc ça me permet d'évaluer ce type de critères. Pour moi, appeler quelqu'un que je ne connais pas, ça aurait beaucoup moins de sens, en fait. À chaque séance d'accompagnement thérapeutique, je réalise un compte-rendu que je vais adresser aux médecins généralistes, plus ou moins à d'autres spécialistes s'il y en a, les néphrologues par exemple, diabétos aussi, et puis les infirmiers libéraux s'il y en a également. Je trouve ça intéressant de les informer d'une modification de traitement et de leur dire pourquoi on modifie par exemple, ou alors quelles thématiques on a abordées en éducation thérapeutique, pourquoi les œdèmes, pourquoi le poids. Enfin, voilà, je pense que c'est des acteurs tellement présents dans la vie des patients que je trouve ça intéressant de les informer.
Comment ça se passe quand on a des alertes? Donc, quand il y a une alerte qui se déclenche, les infirmières de coordination vont préfiltrer les alertes parce qu'il y a quand même un certain nombre de fausses alertes qui vont, par exemple, qui vont se déclencher avec des poids qui sont complètement erronés, des données de tension aussi qui correspondent en fait à un matériel qui n'est pas bien utilisé, ce qui arrive. Si l'infirmière de coordination, le juge pertinent, elle transmet l'alerte, donc ça arrive à ce moment-là, à nous. Donc nous, c'est moi et le cardiologue référent du patient. C'est moi qui vais contacter les patients la plupart du temps, vous allez voir. Et là, je vais essayer de recueillir le maximum de données. Donc, si c'est une prise de poids, est-ce que le patient a constaté des œdèmes? Est-ce qu'il est essoufflé? Est-ce qu'on explique un peu cette prise de poids? C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien pris ses médicaments? Est-ce qu'il n'y a pas eu un écart des choses un peu plus salées ces derniers temps dans l'alimentation ou quoi? En tout cas, essayer de faire un recueil de données en fonction de ce que je vais pouvoir recueillir, de proposer une action directement, si je le sens, ce qui arrive, ou sinon de requérir un avis cardiologique. Ensuite, une fois qu'on va avoir fait tout ça, bien sûr, je vais tracer l'action sur la plateforme et également dans le dossier du patient. Et quand je n'ai pas sollicité l'avis du cardiologue, je l'informe toujours de la suite que j'ai donnée à cette alerte. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que... Ouais, il y avait une question peut-être? Ouais, j'ai beaucoup de questions Ah ouais, pardon, sur le chat. Alors non, c'est pas grave. En fait, il y a Clément Nampon de chez Midcarn qui va prendre la parole après et qui va expliquer beaucoup de choses. Ouais. Juste par contre, une question qui t'était destinée à toi véritablement. Il y a Sophie qui demande si le cardio te rétrocède une partie du forfait. Ouais, tout à fait. Je vais revenir tout à l'heure sur le modèle économique. Ouais. Voilà. Oui. Donc, la manière dont on s'organise, ce qu'il faut retenir. De toute façon, après, on fera, si vous avez des questions, on va bien sûr accorder tout un temps à ça. Et puis, Monsieur Nampon, il a peut-être plein d'infos techniques et pratiques à vous donner. Donc, c'est moi qui contacte les patients. Et puis, soit je propose directement quelque chose, soit je vais requérir l'avis du cardiologue. C'est un petit peu la manière dont on s'organise. Concrètement, comment ça s'est passé du 1er janvier au 1er octobre? 46 alertes ont été déclenchées sur les 50 et quelques patients suivis par 26 patients. En fait, vous voyez qu'il y a seulement 26 patients qui ont déclenché les 46 alertes. Vous voyez que la plupart du temps, c'est pour Disney, prise de poids ou des données de tension également. Comment on y a répondu en fait? Alors sur ces 46 alertes, j'en ai primo-contacté 42. Celles que je n'ai pas contactées, donc il y en avait 3 pour lesquelles j'étais en vacances. Ça arrive aussi. Hein. Et puis, une patiente en fait qui était en insuffisance cardiaque terminale et qui avait été gérée directement par le cardiologue. Elle est décédée d'ailleurs depuis. Parmi ces 46 alertes, pour 18 d'entre elles, on n'a pas donné de suite. C'était des alertes, 8 d'entre elles pour hypotension, 6 pour dyspnée, 4 pour prise de poids. Alors pourquoi on n'a pas donné de suite? La plupart d'entre elles, c'était pour des hypotensions artérielles asymptomatiques. Donc, en fait, effectivement, des patients qui vont être hypotendus, mais qui le tolèrent tout à fait bien. Et dans ce cas-là, on ne donne pas de suite, on ne modifie pas les traitements. Et parfois, dans d'autres spécialités, en cardiologie, un patient qui va être traité de manière optimale avec ses 4 fantastiques et K9 de tension, mais qui le vit bien, eh ben, on va le laisser comme ça, c'est pas un problème. Tous les paramètres sont au vert, c'est pas un souci. S'il fait pas de malaise, pas de vertige, pas de voilà, s'il n'est pas symptomatique, c'est à peu près ça. Et si la fonction rénale, c'est-à-dire si on conserve une bonne perfusion rénale malgré cette hypotension, ce qui arrive quand même assez souvent, on en reste là. Et c'est ce qui arrive en fait assez souvent. Et puis aussi encore, malgré le préfiltrage humain du prestataire, il nous parvient quand même quelques alertes, quelques fausses alertes en fait encore. Sur ces 46 alertes, pour 14 d'entre elles, on a majoré les diurétiques directement. Pour certaines, 5, vous voyez, quand on propose un rendez-vous, c'est-à-dire que l'évaluation par téléphone, elle n'est pas évidente, donc on propose de les voir. Ou alors, ce sont des patients qu'on estime, pour lesquels on estime que c'est assez urgent, donc on les voit de manière assez précoce. 4 patients, on leur a proposé un rendez-vous avec le cardiologue. Pour 2 d'entre eux, on a modifié le traitement. 2 d'entre eux, pas de suite. Donc, vous voyez que c'était finalement pas grand-chose. Et puis, un rendez-vous avec moi avec un traitement modifié.
9 bilans biologiques. Alors pourquoi des bilans biologiques suite à une alerte? Parce que parfois on a du mal à discerner un petit peu, par exemple dans le cas de la dyspnée, ce sont des patients qui vont se déclarer essoufflés, mais il n'y a aucun autre critère, il n'y a aucun autre signe il n'y a aucun autre signe congestif associé. Donc dans ces cas-là, pour faire la part des choses, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une ordonnance au patient pour qu'il fasse notamment des pro-BNP et qu'on voit si cette dyspnée elle est d'origine cardiaque ou pas. Suite à ces 9 bilans biologiques, pour 5 patients, on avait modifié le traitement. 3, on n'a pas donné de suite. Et vous voyez aussi, le bilan biologique, là, il nous a été utile. En fait, on avait un patient qui était anémié. Donc, effectivement, il était essoufflé, mais c'était plutôt en lien avec son anémie. Et là, on l'a réorienté vers son gastro-entérologue. Et de manière assez globale, quand on parle de modification de traitement, c'est soit l'introduction des IGLT2, donc des glyphosines pour les patients qu'on n'avait pas encore, parce que c'est quand même des recommandations qui sont récentes, donc il y a encore des patients qui ne les ont pas. Et d'ailleurs, je vous invite, que vous soyez épais en cardiologie ou pas, si vous avez affaire à des patients insuffisants cardiaques, tous ces patients devraient avoir du Forxiga ou du Jardiance, en fait. Donc, modification de traitement, soit glyphosine, soit majoration diurétique. Les deux modifications qu'on a pu proposer. Avec en fait un chiffre intéressant là sur la gestion des alertes. Sur ces 46 alertes, en fait, 37 ont été traitées sans intervention médicale. C'est-à-dire 80% des alertes ont été uniquement gérées par moi, soit parce qu'il n'y avait pas de suite à donner, soit parce que j'ai pu répondre en majorant les diurétiques et que derrière, il n'y a pas eu de suite. Donc ça, c'est un chiffre qui est hyper intéressant. En fait, par rapport, vous voyez, tout à l'heure à ce qu'on disait, cette étude qualitative qui avait été menée et que les cardiologues décrivaient un frein à la gestion des alertes. Vous voyez qu'en tant qu'IPA, on est un vrai levier dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on apporte une ressource pour venir répondre aux alertes. Alors certes, pas 100% des alertes, parce qu'on n'est pas médecin, mais quand même un très grand nombre d'alertes. Les objectifs de l'intervention de l'IPA dans le télésuivi de l'insuffisance cardiaque en ville, à mon sens, il est donc de libérer du temps médical, comme on vient de le prouver, d'éviter l'inertie thérapeutique, parce qu'on a une vraie action là-dessus aussi, une approche non médicamenteuse avec l'éducation thérapeutique. À chaque séance, quand je vois un patient, à chaque séance, je vais aborder les signes d'alerte de l'insuffisance cardiaque, comment on y répond, que faire pour pas que ça arrive, et puis bien sûr d'autres notions qu'on a évoquées tout à l'heure. L'optimisation du parcours patient, quand je vois un de ces patients aussi, ça va être quand est-ce que vous revoyez votre cardiologue? Ok, ça n'a pas été prévu, ben on va le prévoir ensemble. Vous n'avez pas encore revu. Enfin voilà, c'est toute la gestion aussi des autres spécialistes, de s'assurer aussi qu'ils maintiennent bien un suivi régulier auprès de leur médecin traitant, ça c'est important. Donc l'optimisation du parcours patient aussi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Le repérage des fragilités également, c'est vrai que ça peut être un outil. On a une population qui est quand même relativement âgée et en termes de perte de poids, de repérage par exemple de dénutrition, la télésurveillance, elle peut nous aider en ça également. Et puis grâce aux séances d'accompagnement thérapeutique, on va pouvoir aborder plein de sujets en fait autour de la maladie. La vaccination, on en a parlé, les IPA peuvent intervenir dessus aussi. Souvent, les patients, ils se disent quand même assez satisfaits de la manière dont on s'organise. Ça, c'est un retour que j'ai pas encore pu réellement mesurer, mais c'est quand même quelque chose, un élément verbal qu'on retrouve assez souvent. Et puis, du coup, ça nous permet, je pense, d'optimiser l'adhésion à ce type de suivi. Le modèle économique, donc du coup, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, les cardiologues, ils perçoivent 28 € par mois et par patient. Ça, c'est ce qui a été proposé depuis l'entrée dans le droit commun. Ensuite, il doit être mis en place une rétrocession du cardiologue vers l'IPA au titre de la réalisation des séances d'accompagnement thérapeutique, IPA ou professionnel de santé libérale. Le montant, il est à déterminer par l'équipe. Après, ça, c'est un accord à trouver au sein de l'équipe. Donc, nous, c'est le montant qu'on a décidé. Par contre, effectivement, quand j'ai besoin de gérer une alerte, quand je dois revoir un patient de manière plus précoce, là, ça va au-delà, en fait, du cahier des charges de l'accompagnement thérapeutique. Et là, je vais facturer un forfait, nos forfaits trimestriels que vous connaissez, au même titre qu'un cardiologue facturerait une consultation s'il doit revoir un patient. Donc, je m'estime assez légitime pour pouvoir le faire, en fait.
Et puis, le prestataire touche également le forfait technique qui est de l'ordre de 50 € par mois et par patient. Tout ça, c'est ce qui a été proposé récemment. On sait que ça va probablement évoluer. Il y a des choses qui ont été annoncées avec 3 niveaux de rémunération différents. Vous voyez qu'il y aura un niveau socle à 28 € par mois et par patient, un niveau 1 à 56 € et un niveau 2 à 70 €. Et tout ça, ce sera dépendant des comorbidités des patients, mais ça, c'est pas encore tout à fait bien défini. Donc, j'ai pas plus d'informations que celle-ci à vous donner, si ce n'est qu'il y aura 3 niveaux en fonction des comorbidités, potentiellement également de l'âge des patients. Donc, cette rémunération, elle va évoluer. Alors, j'ai plein de questions de mon côté. J'ai Louise qui demande en ton absence, qui gère les alertes? Est-ce qu'il y a une obligation de Justement, continuité? je vais y venir aussi après. Si je peux me permettre juste, je vais terminer comme ça, on va pouvoir répondre aux questions. Un petit retour d'expérience. Donc, gain de temps médical avec 8 alertes sur 10 gérées par l'IPA, une organisation qui a un caractère reproductible parce qu'en fait, on n'a rien inventé. On a juste utilisé des ressources qui sont mobilisables par tout le monde. Les facteurs clés de la réussite, c'est la fluidité de la communication entre le cardiologue, l'IPA, le prestataire et le patient. Donc, c'est vraiment un ménage à 4, on va dire. La disponibilité du cardiologue, je dirais, comme pour toute collaboration entre un cardiologue et une IPA, on peut avoir des questions, il faut qu'il soit disponible. Il ne faut pas qu'un cardiologue pense qu'il va travailler avec une IPA, qu'il va lui déléguer la gestion des alertes de la télésurveillance. Il faudra qu'il puisse se rendre disponible forcément à un moment ou à un autre. Et puis quand même la confiance du cardiologue envers l'IPA, puisqu'il va être en mesure de pouvoir en gérer une partie quand même de ces alertes. Les limites, elles sont organisationnelles. Voilà, c'est là que je pouvais répondre à cette question avec la nécessité de s'organiser lors des congés. Donc là, on redirige les alertes vers le secrétariat qui va transmettre à un cardiologue du cabinet. Si le gars, parce que on peut être également même en vacances en même temps que les cardiologues qui arrivent souvent, parce que bon, c'est les vacances scolaires, quoi. Donc si on est en vacances tous en même temps, les secrétaires vont rediriger l'alerte vers un autre des cardiologues du cabinet. Voilà, c'est la manière dont il faut y penser avant, en fait, effectivement. La formation, alors ça, c'est les cardiologues avec lesquels je travaille qui souhaitaient dire qu'il y a quand même une nécessité d'être formé en cardiologie quand on est IPA, que le fait d'être IPA ne va pas peut-être suffire à pouvoir répondre de manière complète, de la même manière que moi, je n'interviendrai pas en pneumologie, par exemple, pour répondre à certaines situations plus aiguës. Donc voilà, peut-être que le fait d'être IPA ne suffit pas à pouvoir réaliser la réponse aux alertes. Et puis l'importance de l'expérience antérieure en fait à la formation d'IPA quand j'étais IDE en cardiologie qui joue certainement aussi. Une des limites, elle est juridique avec l'impossibilité pour l'IPA d'introduire une nouvelle molécule à ce jour, ce qui veut dire que parfois on a des patients qui sont insuffisants cardiaques mais qui n'ont pas de furosémide. S'ils n'en ont pas, je ne pourrais pas leur prescrire. Donc pour du furosémide, je suis parfois obligée de déranger les cardiologues. Voilà, donc ça peut être un frein qu'on arrive facilement à contourner, certains. Un frein qui est logistique et qui celui-ci est nouveau et qui est en lien avec ce mode de rémunération qu'on vient de citer, avec cette rétrocession qu'on doit mettre en place et qui est en fait moi je suis libérale, les cardiologues sont libéraux. Auparavant, on travaillait ensemble, mais on n'avait aucun lien comme ça financier entre nous, quoi. Et là, c'est quelque chose qui est nouveau et qu'on n'avait pas auparavant et qui n'est pas forcément très agréable, en fait, dont on se serait bien passé, pour tout vous dire. Et qui vient aussi complexifier le processus de rémunération parce que tous les 6 mois, il va falloir qu'on se dise, OK, tant de patients pour ce cardiologue. Enfin, voilà, ça vient un petit peu complexifier notre processus de rémunération, en fait. Une perspective qui pourrait être intéressante, ce serait de permettre aux IPA d'inclure les patients éligibles en fonction des critères qu'on a cités tout à l'heure. Voilà. J'en ai fini avec cette présentation. On va pouvoir répondre aux questions si vous en avez. J'avais une question très intéressante de Quentin qui demandait quelle est la place du médecin traitant dans le dispositif, les alertes, et par rapport au retour, qu'en est-il? Moi, je peux répondre à ça ou Oui, en fait, nous, alors la manière dont on fonctionne, c'est qu'on propose de manière générale aux patients, aux médecins généralistes d'avoir accès. Ils peuvent, les médecins généralistes, avoir accès aux données de télésurveillance, ce qui est super en fait pour eux, parce que vous voyez, ils reçoivent le patient et donc s'ils le souhaitent, ils peuvent avoir accès. Donc, quand les patients sont inclus, on informe les médecins généralistes de la possibilité qu'ils ont de pouvoir avoir accès aux données.
ce qui ne leur incombera pas par la suite de devoir répondre aux alertes, bien sûr. Mais par contre, d'avoir accès aux données, pour eux, ça peut être hyper intéressant, même au-delà de l'insuffisance cardiaque, bien sûr. Donc, ils peuvent. Pour ma part, j'ai pas eu de retour favorable en ce sens, mais je crois qu'il y a certains médecins généralistes qui le font quand même. Monsieur Nampon va pouvoir peut-être. Ouais, bonjour à tous. Oui, exactement. Alors, les médecins généralistes, dans le cadre de notre plateforme, après, je ne sais pas comment font les autres, mais peuvent être observants, c'est-à-dire avoir accès aux données. Aujourd'hui, quand un patient est inclus dans le système, on demande toujours les coordonnées du médecin traitant, qui peut être aussi des fois une personne de contact par nos infirmières ou assistantes dans le cas du suivi du patient. Par contre, une des choses, on parlait de l'incrémentation thérapeutique et notamment de l'étude Strong-HF, le médecin généraliste des fois n'est pas formé aussi des fois à l'incrémentation thérapeutique et la titration thérapeutique, notamment sur les glyphosines, l'entresto. Des fois, c'est pas tout le médecin généraliste peut pas le faire. Donc ça reste des compétences qui sont pour moi qui restent dans les IPA spécialité cardiologie ou aussi après les cardiologues. Donc il reste quand même le médecin généraliste peut s'en servir pour suivre, mais nous on le voit aujourd'hui malheureusement pas encore dans l'utilisation de traitement. À savoir qu'un médecin généraliste peut prescrire s'il a un DU en cardiologie. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont une centaine en France. Voilà. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Je pense. Moi, j'avais vu une question qui nous disait par rapport à Internet. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, un des grands sujets, c'est évidemment l'âge des patients. Et des fois, qui est 75 ans de moyenne. Hein. C'est le cas, et nous aussi, c'est ça, 77 ans. On a des patients entre 28 et 102 ans ou 101 ans. Donc, c'est très varié. Évidemment, une personne de 102 ans, vous doutez bien, n'a pas son code Wi-Fi sur elle. Et donc, pour ça, on a des tablettes qui sont équipées de puces 4G qui permettent d'être connectées, en fait, d'ailleurs même sur plusieurs types de réseaux et qui permet une certaine indépendance et pas d'avoir nécessairement des grandes connaissances en informatique. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions aussi. Il y avait une question sur la place du médecin traitant dans le dispositif alerte des retours. Non. Pour gérer ces 50 patients en télésurveillance, vous estimez à combien de temps passer par semaine? Ouais, alors ça, c'est assez variable. De manière générale, ça va dépendre du nombre d'alertes, ça c'est sûr, mais je vais, quoi qu'il en soit, balayer tous les patients 1 à 2 fois par semaine pour vérifier les courbes de poids. Globalement, c'est vraiment la donnée qu'on va prendre en charge, le poids. Donc ça, si tout le monde va bien, on va dire que ça va me prendre, allez, les 50 patients, ça va vite, hein, on balaye du regard, on se rend bien compte si la courbe, elle est plate ou pas. Ça prend, je dirais, 15 minutes à peu près, 1 à 2 fois par semaine. Mais après, du coup, je vais être potentiellement amenée à appeler certains patients avant que certaines alertes se déclenchent, quand je sais qu'il y a eu des modifications de traitement, par exemple. Voilà. C'est Nous, environ. on a des statistiques au niveau hospitalier, justement, de voir par rapport au nombre de patients que j'ai à un hôpital ou un libéral. On sait à peu près, alors j'ai les chiffres là, parce que nous, on a un système d'algorithme qui travaille sur deux choses. Un algorithme qui permet d'observer que le patient est observant, c'est-à-dire s'il ne prend pas sa mesure régulièrement, eh bien nous, on a un algorithme qui dit qu'il n'a pas pris son poids tous les jours. Dans ce cas, on a le plateau qui appelle. Ça, ce qu'on appelle nos alertes techniques. Et après, il y a vraiment les alertes médicales qui sont dues à des algos qui disent voilà, une augmentation de poids. Et à partir de là, nous, on traite des alertes qu'on vérifie, parce que des fois, on peut avoir une prise de poids de 10 kilos et c'est parce que la personne s'est posée avec son chat. Donc ça, on vérifie. Et donc, nous, on fait un pré-filtrage. Et donc, on a des statistiques aujourd'hui sur à peu près 50 patients, j'ai le chiffre en face de moi, on estime à peu près une alerte tous les 4 jours. C'est-à-dire que si vous avez une file active dans un hôpital d'une cinquantaine de patients, vous allez avoir 2 alertes par semaine. Attendez-vous à gérer 2 patients en moyenne par semaine avec des retours d'alerte, donc avec peut-être des fois des hospitalisations.
Et nous, ce qu'on a vu dans nos études, c'est que ces alertes-là évitent les entrées dans les urgences. C'est-à-dire que les patients sont pris en hospitalisation, en rendez-vous, en consultation, et évitent d'aller en urgence. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais n'hésitez pas. Après, je voyais quelle est la rémunération du médecin traitant. Il n'est pas rémunéré, le médecin traitant, s'il a juste un droit de. Voilà, donc il n'y a pas de rémunération qui est prévue pour le médecin traitant. Tous les professionnels de santé peuvent-ils communiquer sur la plateforme? À ma connaissance, non. On ne peut pas communiquer, par exemple, directement avec le cardiologue, l'IPA, les médecins généralistes. Ça, c'est pas possible, c'est pas prévu. Je pense qu'on peut laisser des commentaires. Oui, on peut laisser des commentaires. Il y a une partie commentaires qui est commune. Effectivement, on peut laisser des commentaires. Ouais. La télésurveillance, c'est Pardon. Oui, c'est ça. Il y a une partie commentaires où on peut chacun laisser j'ai vu ça à tel patient, etc. Il faut savoir que nos infirmières aussi, des fois, mettent des commentaires et lisent des fois les commentaires des autres. Oui, tout à fait. La télésurveillance est dispo dans toute la France. Oui. On arrive même avec des gens qui sont potentiellement en zone blanche à les équiper. Enfin, ça marche en tout cas. On vient de déployer à la Réunion. Voilà, on a développé là-bas, maintenant même à la Réunion. Ça y est, on commence, on travaille avec le docteur Satsou et voilà, ça marche bien. L'utilité d'un stéthoscope connecté, moi j'avoue que j'aurais un peu de de réserve si ce sont les patients qui les utilisent, ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas trop, ça n'a jamais été prouvé, je pense, l'efficacité. Peut-on rajouter des annotations sur les représentations graphiques de suivi? Non, on ne peut pas. Par exemple, majoration diurétique, non, on ne peut pas. Mais vous pouvez le mettre dans la partie commentaire éventuellement, mais ce ne sera pas annoté directement sur le graphique. Non, mais moi, c'est une remarque qui m'intéresse. Ouais, moi, je suis dans le développement du produit, tout ça. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on nous dit qu'on aimerait mettre un petit plot en disant là, on a mis un petit marqueur de dire sur le graphique vous avez montré à un moment la vision sur 9-12 mois, de mettre un petit onglet dessus pour dire là, on a changé de traitement, d'avoir des marqueurs en fait, voilà, et des annotations, des prises de notes un peu par rapport au suivi du patient. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu, mais bon, je pense qu'il faut qu'on s'y pense réellement. Voilà. Et puis oui, alors il y avait une question sur la rémunération du prestataire. Oui, lui, il a le forfait technique, non, pardon, le forfait opérateur. Non, le forfait technique. C'est ça. Alors, pour expliquer un peu plus en détail ça, aujourd'hui, il y a un décret qui est sorti, donc qui donne une rémunération. Donc, il y a deux catégories. Il y a les catégories pour les pacemakers, donc qui est à 11 € par mois, qui est beaucoup moins cher. Et après, il y a vraiment la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque, avec des règles, toutes les règles qu'on doit respecter, évidemment, avec la prise de poids obligatoire, ça c'est obligatoire, et la tension recommandée, la bio aussi est recommandée, et les symptômes. Sur cette rémunération, il y a la rémunération du cardiologue et la rémunération, la nôtre, qui est, on dit, voilà, l'industriel. Nous, on a une rémunération qui varie en fonction de la file active. C'est-à-dire, plus il y a de patients, moins nous gagnons d'argent. Ça, c'est la réalité. Voilà. Donc, il faut qu'on trouve des solutions à chaque fois pour bien fonctionner et être rentable. Et par contre, le forfait pour le médecin ou l'établissement de santé, parce que des fois aussi, quand c'est libéral, c'est le médecin qui va toucher directement, le cardiologue. Par contre, quand c'est un établissement de santé, ça rentre dans la facturation d'établissement de santé, dans le cas d'un CH public, par exemple. Celui-là, en fait, contient le forfait de 28 € par mois, et comme l'a dit Madame Gallin, il va augmenter en fonction de la morbidité et de l'âge du patient. Donc ça, ces forfaits-là vont plutôt avoir tendance à augmenter et nous plutôt à diminuer. Mais bon, c'est la règle. C'est vrai qu'avant, sur le droit étape, c'était séparé, l'AT était séparé du forfait
opérateur pour le cardiologue. Et là, ils ont tout fusionné parce qu'ils ont changé une règle importante, c'est que la T, en fait, n'est plus à 3 séances par semestre. Avant, c'était étape, maintenant, c'est plus qu'une, et une obligatoire au premier mois, et puis après, c'est en fonction des besoins. Donc, ça permettait ça. Et une des choses importantes aussi, c'est que la facturation, maintenant, n'est plus sur 6 mois, elle est mensuelle. Je ne sais pas si on en a parlé. Oui, Et ça, effectivement. et ça, c'est hyper important parce que c'est dans la stratégie, quand j'explique la DGOS, ça, c'est important de savoir, c'est pour faire le lien entre la ville et l'hôpital. Aujourd'hui, un patient peut être télésurveillé 3 mois, et notamment, on voit que les études STRONG-HF, c'est 180 jours. Donc, c'est 6 mois, ça peut être 3 mois, c'est 3 mois, 6 mois. Donc, c'est 3 mois où c'est des rendez-vous assez réguliers. Et après, c'est 3 mois où on peut le sortir du suivi hospitalier et être plutôt dans un suivi de ville. Et donc, ça a été réfléchi, cette mensualisation de la facturation aussi en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir réfléchir plus tard, avoir des 3 mois, 6 mois hospitaliers et ville. Donc, c'est vraiment pour vous dire que l'IPA libéral a vraiment une place avec le cardiologue libéral importante dans ce maillage entre l'hôpital et la ville avec la télésurveillance. Et c'est construit aussi comme ça. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair ou s'il y a d'autres questions. Il y avait Agnès qui demandait si le médecin traitant peut être organisateur de la télésurveillance s'il a le DU de cardiologie et ainsi percevoir la rémunération. Tout à fait. Il peut prescrire. Il peut, s'il a un DU de cardiologie. Et puis j'ai aussi une question intéressante de Davina qui demande si le forfait pour l'industriel va diminuer. Allez-vous continuer à fournir la tablette en systématique? Oui, en fait, il y a la logique, c'est que là, on a une application mobile qui va sortir. Le but, c'est de fournir soit un système qui est dans la poche du patient constamment, et s'il y a besoin, toujours une tablette. Après, le moyen pour nous aussi de garder un forfait élevé et de maintenir notre activité, c'est de faire des études. Alors là, c'est un peu plus complexe, mais c'est justement l'un des l'objectif de notre étude, c'est de montrer des bénéfices, et un des grands bénéfices qu'on a montré, c'est notamment la diminution organisationnelle avec la diminution des urgences, mais surtout un gain sur la mortalité. On arrive carrément à des performances, quasiment des performances de médicaments. On a moins 23%, comme certains médicaments, comme les glucosines, qui ont des fois des effets de 20%. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'HAS, et justement, si on montre qu'on a la mortalité, on va pouvoir grimper en fait, et grimper en termes de tarification, et donc maintenir l'activité dans le. Donc ça, c'est un peu, ça c'est comme aujourd'hui tous les médicaments, tous les industriels, c'est maintenir un produit et maintenir en état de viable économiquement. Ça demande des études, et après, c'est là qu'on va négocier aux HAS de pouvoir monter nos prix. Aujourd'hui, on est en bonne voie. Voilà, on travaille avec l'HAS. J'avais une question aussi sur comment tracer la séance d'accompagnement thérapeutique. Doit-elle être tracée sur le logiciel? Donc oui, moi je la trace sur le logiciel parce que c'est toujours intéressant qu'il y ait une trace pour les personnes. Personne n'est irremplaçable. Donc même pour les infirmières en fait de coordination qui peuvent être amenées à contacter les patients en cas d'alerte technique, si le patient ne se pèse plus par exemple au bout de quelques jours, elles les contactent. C'est toujours intéressant même pour les autres intervenants d'avoir accès aux données d'accompagnement thérapeutique. Donc voilà, je pense qu'on va peut-être pouvoir clôturer parce qu'il se fait quand même un petit peu tard, même si on pourrait en parler jusqu'à plus soif. Mais là, je pense qu'on va pouvoir terminer. Et on voulait aussi vous parler. Comment? Ah non, je crois qu'il y avait quelqu'un qui me parlait. Vous m'entendez toujours? Ouais, ça coupe un peu, Ouais. ça lag un peu, mais on t'entend. En fait, vous avez parlé de Là, on t'entend plus, par contre. Ah, zut. C'est ma connexion. Hein. Je sais pas. Là, vous m'entendez? Ouais, ok. Donc, je reprenais. Je vous parlais donc du congrès qu'on organise au printemps. Lors de ce congrès, on va vous proposer
un concours qui sera donc le premier concours dédié aux infirmiers en pratique avancée qui interviennent en cardiologie. Donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de proposer un poster qui décrirait un parcours de soins pour des patients pour lesquels l'IPA intervient dans le secteur de la cardiologie. Donc, on vous propose de candidater à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'au 28 février 2024. Sur le site du CIPAC, vous allez trouver un onglet participatif qui est le nom donc, du trophée qu'on va organiser. Il y aura des prix également, il y aura des petites choses à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Voilà, on serait très heureux de pouvoir discerner. Et en fait, le but, c'est vraiment de partager un petit peu ce que vous avez pu mettre en place chacun dans vos lieux de travail et de pouvoir partager ce que vous avez pu mettre en place et pourquoi pas de pouvoir le transposer ailleurs. Donc, c'est vraiment l'idée d'être dans le partage de pratiques plus que d'organiser un concours à proprement parler. Voilà, donc premier trophée participatif, candidaté sur le site du CIPAC jusqu'au 28 février. Voilà. Et le prix sera remis lors du congrès. Voilà. Eh bien, super. En tout cas, Élise, merci pour cette présentation. Franchement, c'était clair. Je crois que tout le monde a posé plein de questions, a eu plein de réponses. Donc, vraiment, bravo. Belle présentation. C'était vraiment riche en informations. Merci à tous de nous avoir suivis. On était encore 150 ce soir à participer au webinaire. Donc, j'ai la question qui est passée tout à l'heure sur le fil, j'y ai déjà répondu. Mais donc, évidemment, le replay sera disponible dans quelques jours sur le site du CIPAC ou sur notre chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn surtout, pour voilà partager nos publications, suivre notre actualité. Et puis, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos familles et nous, on se retrouve l'année prochaine avec voilà plein de nouveaux webinaires et surtout 2024 qui sera sous l'année sous le signe de la journée des IPA de cardio à Paris. Donc, on espère que vous serez nombreux et nombreuses à faire le déplacement. IPA, ISPIC, infirmière libérale, infirmière à l'hôpital, en ville, en cardio. Voilà, vous êtes tous les bienvenus, étudiants ou diplômés. On compte vraiment sur vous pour venir nous voir à Paris, donc le 5 avril, et puis profiter de cette belle journée pour se rencontrer. Voilà, donc merci à tous, bonne fête de fin d'année, et puis à l'année prochaine. Voilà, merci.